C'est devenu une tradition. Pour nous, chaque mois, nous avons le plaisir de revivre avec vous, chers téléspectateurs, les moments poignants de l'actualité. Bienvenue et merci à vous d'être fidèles au programme de Gabon 24. Le principe, vous le connaissez, les chroniqueurs de notre rédaction vont se succéder sur ce plateau et comme invité pour l'actualité politique aujourd'hui, notre confrère Guy Frendo, il est journaliste à Gabon Première. Comme vous le savez, 2023 est une année charnière pour le Gabon et les faits marquants du mois de janvier sont notamment la conférence épiscopale du Gabon qui tire la sonnette d'alarme sur la situation socio-économique mais également politique du pays à travers un message poignant qui a donné cours à toutes les interprétations. L'analyse est dans cette émission avec Dimitri Abourneur et Guy Frendo. Le prix des denrées alimentaires, lui, ne fait que grimper, couplé au prix du transport et du loyer. La vie est de plus en plus chère au Gabon. À l'heure où les experts parlent d'inflation généralisée, l'exécutif gabonais s'engage à prendre des mesures fortes pour stopper cette hémorragie de prix. Nos spécialistes maison vont nous gratifier de leurs analyses tout à l'heure. Et après 2 ans d'absence sur les pistes du Gabon, la petite reine a signé son grand retour. Et pour cette 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo, le Gabon ne s'est contenté que d'un maillot de la combativité, le décryptage dans une poignée de secondes. Voilà pour le menu, la rétro de l'actualité, c'est parti. Et alors que tout est en train de s'affiner pour le renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections, le chef de l'État a fixé au 13 février la date de l'ouverture de la concertation politique. Ce grand rendez-vous, vous le savez, avec l'histoire au Gabon, fait suite à la 30e assemblée plénière de la conférence épiscopale du Gabon, au cours de laquelle le prélat a dépeint le tableau de la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Taux de chômage élevé, réseau routier impraticable, politique de l'habitat qui ne répond pas aux attentes des populations, autant de points que les évêques ont soulevés et que le Premier ministre gabonais avait déjà lui-même relevé dans sa déclaration de politique générale le 24 janvier dernier, une feuille de route qu'il a déclinée d'ailleurs, Alain-Claude Bilibinze, en 12 points nécessitant une action urgente et coordonnée. On regarde et on se retrouve juste derrière. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre gabonais Alain-Claude Bilibinze a aussi mis un point d'honneur sur la relation avec les institutions. 2 mots-clés ont retenu l'attention, fluidité et renforcement. S'agissant des relations entre le gouvernement et les autres institutions, nous mettrons tout en œuvre pour les fluidifier et les renforcer. Le chef du gouvernement veut par-dessus tout mettre le dialogue au centre des travaux avec chacune de ces institutions. J'entends également améliorer les relations entre le gouvernement et les autres acteurs de la vie de la nation, les partis politiques, la majorité comme ceux de l'opposition, les syndicats, les organisations de la société civile, les acteurs religieux et les acteurs culturels. Par ailleurs, le chef du gouvernement, conscient du rôle des médias dans la propagande de la politique générale du chef de l'État et son gouvernement, s'engage également à porter à cette institution qui représente le 4e pouvoir une attention bien particulière. Je mettrai un accent particulier sur l'amélioration des relations entre le gouvernement et les médias. Une attention soutenue devra leur être portée. Le chef du gouvernement, dès l'entame de son discours, n'a pas hésité à saluer la solidité des institutions gabonaises, lesquelles ont su démontrer jusqu'ici leur solidité et leur capacité à préserver l'état de droit et le vivre ensemble des populations gabonaises. Et pour parler de politique en ouverture de cette émission, Dimitri Abourneur qui n'est plus à présenter. Dimitri, bienvenue. Bonne année encore, hein? Merci, puisque c'est la première émission depuis 2023. Bien sûr, on est en forme et on a de la pêche pour pouvoir démarrer cette nouvelle année. Vous êtes toujours d'attaque, Dimitri. C'est un plaisir de vous avoir toujours sur ce plateau de la rétro de l'actualité. Juste à côté de vous, un invité et pas des moindres, Guy Frendo. Vous êtes journaliste à Gabon Première. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonsoir Marielle, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et c'est un plaisir partagé de vous avoir. Alors messieurs, on parle directement du sujet. D'abord, la déclaration de politique générale du Premier ministre qui a pris donc l'engagement devant la représentation nationale d'agir. C'était le 24 janvier 2023 avec son triptyque patriotisme, pragmatisme, proximité. Ce sont là de bien grands mots et de bien beaux mots, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais est-ce que ce programme n'est pas trop vaste pour un délai, pour une durée de 6 mois? Alors, Marielle, ce qu'il faut déjà dire d'entrée de jeu, c'est que Alain-Claude Bilibinze est dos au mur.
il a besoin d'aller vite, Oui. d'aller très vite. Déjà, on a vu par la composition de ce gouvernement que les choses sont allées vite. Ça donnait déjà le temps. En moins de 24 heures, ce qui est un fait inédit, on a eu la nomination du Premier ministre et quelques heures plus tard, 4 heures de temps plus tard, on a eu la composition du gouvernement. Le lendemain, on a eu un conseil interministériel et des missions. Donc, Alain Claude il a conscience du fait que, contrairement à ses prédécesseurs, le temps lui est imparti. Donc, il a égrené tout un programme qu'il a dit, vous l'avez si bien dit dans vos propos introductifs, qui se décline en 12 points. Et dans chaque 12 points, il va falloir mener au moins une action. Donc, sur ce, on attend de voir, par rapport à tout son agenda, par rapport aux plans qui ont été énumérés, on va voir ce que ça pourra Dimitri, on imagine que la déclaration de politique générale du Premier ministre s'inscrit dans le plan d'accélération de la transformation, mais est-ce qu'elle est réalisable dans les délais? Oui, naturellement, Marielle, la déclaration de politique générale du Premier ministre s'inscrit véritablement, il a dit lui-même, dans la poursuite de la continuité des réformes structurelles engagées en poursuivant la transformation de l'économie gabonaise, mais surtout avec un deuxième volet, c'est celui de la réorientation. Donc Alain Claude Bilye-Binzé a décidé d'orienter l'action de son gouvernement vers le social autour de 3 facteurs clés, vous l'avez cité, il y a le patriotisme, le pragmatisme et la proximité. Et donc on a pu regarder de plus près en parlant du pragmatisme, qui est l'amour de son pays. On le voit à travers une annonce forte dans le volet emploi, notamment celui des jeunes. Alain Claude Bilye-Binzé a tout d'abord plutôt du patriotisme. Voilà, réaffirmé donc la volonté de son gouvernement de maintenir l'activité des investissements du pays, mais ensuite, dans l'objectif de lutter contre le chômage, énonce-t-il, le gouvernement décide de l'octroi de l'autorisation du travail de la main-d'œuvre étrangère qui sera dorénavant subordonnée à l'obligation légitime de recruter des nationaux dans le cadre des programmes d'accompagnement à l'emploi. Vous voyez que ce sont des mesures comme ça qui démontrent le patriotisme dont Alain Claude voudrait justement être identifié. Naturellement, on comprend également le contexte actuel. Nous sommes en 2023, il y a des élections qui pointent à l'horizon. Et donc, Alain Claude voudrait de plus en plus se rapprocher des populations. Le pragmatisme avec notamment la cible à laquelle Alain Claude vous compte s'attaquer, la vie chère, il a dit tout de suite. C'est sa cible principale, s'attaquer à la vie chère, en annonçant par exemple qu'il compte s'attaquer à la parafiscalité. On aura l'occasion de parler de ces questions économiques avec les spécialistes maison du desk économique. Et enfin, pour parler donc de la proximité, il y a la route. La route s'attaque également à la route. Et justement, puisque vous parlez de la route, on ne va certainement pas aborder les 12 priorités de la déclaration de politique générale du Premier ministre gabonais, mais la route. Et le Premier ministre a dit ceci, je vais le citer, par ailleurs, au-delà des chantiers routiers bitumés, il est urgent d'assurer la réhabilitation du réseau routier en terre. La question, fin de citation, la question est directe, messieurs, comment avec une pluviométrie abondante comme celle que nous avons au niveau du Gabon, on peut avoir des routes en terre? Mais il l'a dit, Marielle, déjà, il attend la livraison de la première partie de la transgabonaise. On ne va pas revenir sur ce chapitre, Dimitri. Et par ailleurs, il insiste en disant qu'il va trouver... Parce qu'on attend quand même la transgabonaise depuis 4 ans. Tout à fait. Et donc, il précise qu'avec son gouvernement, ils vont trouver des mécanismes pour relancer des chantiers qui sont à l'arrêt. Il les a cités, ce sont des chantiers, par exemple, tels que le tronçon au vent Makoku, Mwanda Bakumba, Ndende Chibanga, ou encore Farasol Benga, ce sont des localités que le Premier ministre a visitées pendant qu'il était vice-premier ministre, ministre de l'énergie, de l'eau et de l'énergie, effectivement. Donc il a fait le tour du pays, des 9 provinces, où il est allé s'enquérir des préoccupations des populations. Mais pour les routes en terre. Mais pour ce qui est des routes en terre, ça ne concerne pas les zones citadines. Ça doit être dans l'arrière-pays parce que nous savons que nous avons un pays à forte densité rurale. Donc, et nous savons que dans nos villages, dans nos cantons, les routes ne sont pas toutes faites de bitume, mais des terres. Donc il est là et il a bien dit de toute urgence.
Donc, vous voyez, c'est une mesure d'urgence en attendant que le PAT qui a été mis en place pour ce qui concerne le volet route soit amplement mis en place. Donc, c'est une, comme on l'a si bien dit, il est dans l'urgence. Il veut poser des actes le plus tôt possible. Donc, ce n'est pas ce n'est pas une façon de dire aux Gabonais que nous aurons que des routes en terre battue. C'est rassurant. Non, mais c'est là où ces routes sont nécessiteuses d'en avoir parce qu'on a des ponts qui sont coupés. Donc, je crois que ça s'inscrit dans cette logique. Ce n'est pas pour avoir ce genre de type de route à Libreville, en plein cœur d'Oyem, à plein cœur... Non, c'est beaucoup plus pour les populations villageoises qui ont du mal, qui connaissent des bourbiers. Qui connaissent des bourbiers. Donc, c'est pour les sortir de cet état de marasme routier qu'il faut d'urgence mettre ce genre de route en pratique. On va parler d'un tout autre volet, le volet social. Messieurs, le paiement des pensions retraite CNSS avait été annoncé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Il a été effectif le 24 janvier. Et quand c'est bien, il faut le dire, ça c'est une bonne nouvelle. Mais là où il persiste encore des zones d'ombre, c'est sur la réforme de la gouvernance de la CNSS, donc la Caisse nationale de sécurité sociale, et de la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Les Gabonais se posent la question, puisque désormais il y aura une forte implication du secteur privé, est-ce que ces caisses vont être privatisées? Privatisées, non, Marielle. En revanche, la Caisse nationale de sécurité sociale, selon les propositions faites par la nouvelle Fédération des entreprises du Gabon, devrait fonctionner sous le régime du privé, mais pas complètement privatisé, c'est-à-dire dans son fonctionnement. En fait, pour les chefs d'entreprise, pour le patronat, ils pensent qu'ils devraient il devrait siéger au conseil d'administration de la CNSS, l'État en tant qu'arbitre, mais l'ensemble des sociétés qui contribuent justement à subventionner la Caisse nationale de sécurité sociale. Et par exemple, la nomination du directeur général devrait faire comme ça se fait dans les entreprises privées, par appel à candidature, et le conseil d'administration examine les candidatures dans le fond avant de pouvoir nommer un directeur général. Surtout, donc, peut-être un chiffre, ce sont 5000 nouveaux retraités qui ont donc perçu leur pension passés à la caisse. Voilà, ce 24 janvier. Oui, surtout Guy Fray, qu'il faudrait, pour le président de la République, sécuriser le paiement des pensions et améliorer les prestations sociales. Tout à fait. Il faut dire que là, il n'est pas question de privatisation, mais c'est plus, comme le disait un peu Dimitri, c'est une nouvelle approche managériale. C'est une nouvelle approche managériale. On a constaté que ces deux entreprises qui jouent et qui ont un impact social très important, ont un problème, ont un problème de gestion en tant que structure publique ou parapublique. À ce moment, on va s'inspirer du modèle de management du privé qui, de par sa rigueur, de par son obligation de résultat, va certainement permettre à ces entreprises d'être un peu plus, non seulement autonomes, mais un peu plus optimales pour répondre justement aux missions qui leur sont assignées. Oui. Par contre, Marielle, il faut quand même aussi relever que là, il s'agit bien du secteur privé, mais dans le secteur public également, la question donc des pensions retraite reste tout entière. Le Premier ministre l'a également évoqué. Il sera à l'écoute des pensionnés ou des pensionnaires, de la CPPF, qui jusqu'à présent perçoivent une allocation provisoire parce que le nouveau système de rémunération n'a pas encore été adapté. Et je pense qu'il y a des travaux en commission qui se tiennent actuellement sur l'arrimage des pensions des agents de l'État au nouveau système de rémunération. Très bien, Dimitri, dans sa déclaration de politique générale, Alain-Claude Bilibinzé dit concernant la carte d'identité nationale électronique cette fois-ci, et je vais encore le citer, c'est pourquoi le gouvernement s'attelle à lancer sa production, fin de citation. On a remarqué, et vous l'avez remarqué avec moi, lors du Conseil des ministres, le dernier en date, donc celui du 1er février, le gouvernement nous dit qu'il a décidé de proroger la validité des cartes nationales d'identité de ceux qui les avaient établies entre 2011 et 2013 jusqu'en décembre 2023. La question est celle-ci, pourquoi proroger la validité si on s'attelle à lancer la production de cette carte nationale d'identité électronique soit-elle? Et comment feront en cette année électorale les Gabonais qui n'ont pas de CENI? Alors il faut dire que
ce problème n'a qu'à trop durer. Oui. Et effectivement, de plus en plus de Gabonais se retrouvent sans carte d'identité nationale. Et effectivement, lors de sa déclaration de politique générale, vous n'êtes pas allé un peu plus loin, parce qu'un peu plus loin, il a dit dans les semaines qui vont suivre. Voilà, j'ai préféré m'arrêter là. Voilà, il a dit dans les semaines qui vont suivre. Et puis, apparemment, on peut dire le Conseil des ministres vient prendre le contre-pied pour dire que c'est finalement jusqu'en décembre qu'on va prolonger. C'est vrai qu'on peut compter toujours des semaines, mais ce n'est pas, disons, le même temps auquel Alain Kobilé-Bizet nous a donné l'impression qu'il voudra aller. Donc, on s'est dit, d'ici mars, ce problème va être réglé. Mais le Conseil des ministres nous annonce qu'il faut attendre jusqu'en décembre. Donc, voilà déjà peut-être, on va dire, la première fausse note. Oui, de ce gouvernement Alain Claude Dimitri qui n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il fait. Voilà. Donc, entre la promesse, je vais terminer par là, entre la promesse en quelques semaines et la prolongation dans 11 mois, il y a tout un gap qui est là. Dimitri. Oui, non, je vous disais qu'il faut peut-être bien lire le communiqué du Conseil des ministres qui précise que d'ici le premier semestre de l'année, l'établissement de la carte va reprendre. Naturellement, effectivement, il s'agit d'une promesse supplémentaire, en plus de la promesse de dans quelques semaines. Mais le communiqué dit clairement que l'établissement de la carte nationale va se faire. Mais j'imagine, et ça c'est mon œil d'observateur, qui pense qu'avec tout ce qui s'annonce comme élection générale, comme concertation politique, etc., le gouvernement veut certainement prendre les devants et éviter de se retrouver à court en prorogeant naturellement la validité de certaines cartes. Et ils ont précisé ceux qui détiennent les cartes depuis 2011 et 2013. Dimitri, que cela est d'autant plus pressant qu'il ne faut pas seulement voir l'aspect des élections. Des élections, en réalité. Parce que le Premier ministre a dit en matière de sécurité, on va multiplier les contrôles. Or, pour passer à un contrôle, il faut avoir. Donc, vous voyez, donc c'est pour revenir sur la nécessité urgente. Le caractère important de détenir cette carte nationale. De détenir cette carte-là. Et ça, je pense que c'est ce qui se traduit dans l'établissement de la carte. En tout cas, on parle d'établissement, mais ce sont des promesses, et je peux vous le concéder, il s'agit bien de promesses, mais il a été annoncé qu'à partir du premier semestre de cette année, l'établissement des cartes reprendra. Je pense qu'on va continuer d'observer ce fait majeur de la vie sociétale dans notre pays. 30e assemblée plénière de la conférence épiscopale du Gabon, au cours de laquelle le prélat a dépeint un tableau sombre de la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Taux de chômage élevé, je le disais déjà, réseau routier, on en a parlé, impraticable, politique de l'habitat qui ne répond pas aux attentes des populations. Messieurs, quelle lecture faites-vous de l'adresse des évêques gabonais? Je voudrais d'abord revenir, Marielle, si vous le permettez, sur l'importance de tenir compte de la laïcité dans notre pays. Il faut pas oublier. J'allais d'ailleurs le préciser, la laïcité qui est consacrée à l'article 2 du titre 1er de la Constitution gabonaise. Et ça crée beaucoup de remous dans l'opinion. On aimerait comprendre pourquoi on reproche à l'Église aujourd'hui de s'immiscer dans le politique. Est-ce qu'elle n'est pas dans son rôle, l'Église? L'Église a bien précisé qu'en tant que berger, en tant que veilleur de conscience, l'Église est dans son rôle de pouvoir émettre un jugement moral sur les affaires de la cité. Et Marielle, si on replonge dans le préambule de la Constitution de notre pays, je le cite, « Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, animé par la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine, affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales telles qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet attachement de la Constitution de notre pays aux libertés fondamentales pose un principe, celui de la séparation de l'Église et de l'État, mais en amont, on voit bien que, et le Premier ministre l'a encore rappelé lors de sa déclaration de politique générale, que le peuple gabonais est un peuple croyant. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, nous sommes un peuple croyant, donc il est tout à fait légitime
que l'Église se prononce sur les questions de société. Et vous avez vu le gouvernement bien présent justement à cette conclusion. Le Premier ministre était là, le ministre des l'Église, et plusieurs autres membres du gouvernement, effectivement. Mais toujours est-il que, Marielle, ce constat fait par l'Église reste quand même un constat, ma foi, amer et qui permet de laisser penser que le gouvernement de la République aurait peut-être péché ou bien n'aurait pas totalement fait son travail. Si nous regardons le contexte actuel, qui est une année électorale, l'Église a appelé les chrétiens dans leur ensemble, à aller massivement s'inscrire sur les listes électorales, à aller voter, et ils ont même appelé à sécuriser le vote. Marielle, mon œil d'observateur me laisse penser que c'est tout à fait légitime parce que l'Église exprime son opinion sur la vie de la cité, mais toujours est-il que les acteurs politiques qui sont donc engagés dans le champ politique, c'est à eux de pouvoir donc prendre le taureau par les cornes pour pouvoir trouver les solutions idoines aux problèmes des Gabonais. Il n'y a rien d'anticonstitutionnel, parce que lorsqu'on parle du principe de séparation du pouvoir, ça ne veut pas dire que l'Église n'a pas un droit de regard sur ce qui se passe. Au contraire, la Constitution n'interdit pas à l'Église de s'engager dans le débat politique, dans l'arène politique. L'Église ou la religion n'est pas exclue de l'arène politique ou de l'instance décisionnelle. Tout à l'heure, nous avons suivi un extrait du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Il a dit qu'il veut faire avec tous les acteurs de la société. Il les a énumérés. Il a énuméré les religieux. Donc, à partir de ce moment, c'est des acteurs consultatifs. On ne peut pas être acteur consultatif si on ne dénonce pas, si on ne regarde pas, si on ne critique pas ou si on n'apporte pas son avis. Donc, l'Église, qu'elle soit chrétienne, musulmane, elle a pleinement ce rôle. Et vous vous souvenez que pour ceux qui ont un peu la mémoire courte, lors de la conférence nationale de 1990, c'est bien Monseigneur Basile V qui a été président de cette conférence. Et pourtant, nous sommes là, nous étions dans des instances politiques. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, comme je disais, cet engagement politique. Mais non, il y a une limite à ne pas franchir. N'est-ce pas? Il y a une limite à ne pas franchir. Et jusqu'à présent, je crois que jusqu'à présent, les religieux gabonais n'ont pas dépasser les limites ou la ligne rouge qui est la ligne de débarcation entre l'État et la religion. Donc, c'est de bonnes guerres, Le contraire aurait pu se passer. L'Église aurait pu féliciter également le gouvernement. Et ça, c'est souvent fait. Ça, c'est souvent fait. Donc, quand le gouvernement fait bien, les religieux, tous les acteurs religieux s'accordent pour dire l'État a bien fait. Lorsque l'État fait moins bien, il est tout à fait naturel. C'est un partenaire. Messieurs, on va rapidement parler, pour la fin de cette première partie de la concertation, j'allais parler de la conférence nationale de 90, de la concertation plutôt politique qui s'ouvre ce 13 février, et aussi du renouvellement du bureau du CGO. Alors, avec deux questions. Quel est le contenu qu'on compte donner à ce grand rendez-vous qu'est la concertation nationale? Et par rapport au CGE, est-ce que finalement les opposants ont réussi à accorder leur violon? Et est-ce que ce n'était pas aussi une stratégie pour l'opposition de gagner en temps et pour aller débattre de cette question du bureau du CGE à la concertation nationale voulue par le chef de l'État? Moi, très rapidement, je voudrais dire que pour ce qui est de la concertation, appelée de tous les vœux par les acteurs politiques de tous les bords, c'est pour anticiper sur le déroulement des élections à venir. Parce qu'on a toujours été confronté aux crises post-électorales. Je crois que pour cette fois-ci, on veut anticiper. Il faudrait que lors des résultats, lors de la proclamation des résultats, il y ait moins de casse possible, moins de violence. Donc, on veut aller à un minimum, on veut minimiser la violence post-électorale. Donc, c'est peut-être certainement ce qui va graviter
plus de tolérance, plus de paix. Nous sommes un pays de paix. Il faudrait pas que... Et moi, je trouve que c'est une bonne chose d'y penser avant, plutôt que de venir jouer les pompiers. Donc, c'est une mesure préventive qui va certainement nous donner un autre ton, des événements post-électoraux. Pour ce qui est du Conseil du Centre gabonais des élections, la machine est un peu enrayée. Et là, c'est l'opposition qui n'arrive pas à s'accorder, à telle enseigne que le ministre de l'Intérieur a dû leur accorder encore 72 heures de plus, parce que jusqu'à présent, les 2 listes qui étaient attendues de l'opposition, ils sont venus finalement avec 7 listes, pendant que la majorité et le parti au pouvoir ont amené 2 listes. Donc, on est toujours dans cette attente, dans cet imbroglio. Dans cette situation de confusion, mais on espère que le dialogue, la tolérance pourront prévaloir afin que le comité ad hoc qui est attendu pour cette institution soit mise en place. Dimitri. Alors moi je dirais qu'il faut arriver à distinguer les deux. La mise en place du Centre gabonais des élections découle d'une décision de la Cour constitutionnelle qui a d'ailleurs dissous cette institution et qui a demandé au gouvernement le bureau de l'institution, et qui a donc enjoint le gouvernement de pouvoir procéder à son renouvellement. Donc, naturellement, le ministre de l'Intérieur a convoqué les partis politiques de la majorité et de l'opposition au fin de présenter la liste des candidats qui doivent siéger donc à la commission ad hoc et à la commission spéciale. Le PDG et ses partis alliés ont présenté leur liste et du côté de l'opposition, malheureusement, et c'est ce qu'on constate souvent avec l'opposition, c'est qu'ils ont du mal à accorder leur violon. À l'approche de l'année 2023, il y a eu plusieurs plateformes qui ont été mises en place. D'abord, la plateforme PG41, qui a proposé un mémorandum auprès de la Cour constitutionnelle, auprès du gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, pour voir donc certaines réformes au sein de la loi électorale avant de pouvoir aller aux élections. À la suite de la PG41, on a Alternance 2023 qui est née, et puis finalement la PG41 qui se désolidarise de la plateforme Alternance 2023 au prétexte il souhaiterait désormais mettre en place un parti politique. Or, ce n'est pas le projet qui avait été annoncé auparavant. Du coup, le ministère de l'Intérieur se retrouve avec plusieurs listes, mais vraiment une pléthore de listes de candidats. Et à cela, il y a eu également un fait important. C'est l'un des regroupements politiques, en l'occurrence la Lipides, qui a donc qui a introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour contester la légitimité de la PG41. Donc la Cour constitutionnelle a interpellé la PG41. Or là, finalement, l'audition a été reportée et donc le Premier ministre a tout simplement renvoyé tout le monde pour qu'il s'asseye à nouveau et essaie de trouver finalement qu'il s'accorde. Parce qu'on a déjà dépassé le délai enjoint par la Cour constitutionnelle du 30 janvier. Et donc, ce qui se fait, c'est que les différentes parties se sont donc retrouvées au siège du PSD et malheureusement, aujourd'hui, entre la PG41 et la Lipides, ils sont à couteau tiré. La PG41 qui a donné son quitus et la Lipides qui a donc aussi claqué la porte a fait que finalement, ils ont proposé une liste. Ils ont proposé une liste au ministère de l'Intérieur devant l'huissier. L'huissier de justice a donc relevé les travaux qui ont été menés et ils ont remis la liste au CGE. On peut présager que d'ici quelques jours, la commission ad hoc et la commission spéciale seront mises en place. Vont être mises en place. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation et c'est vous qui refermez cette première partie. Merci encore à Guy Fred d'être passé sur ce plateau de la rétro de l'actualité. Tout le plaisir était pour moi. Et merci également à Dimitri que nous espérons retrouver très vite sur ce plateau de la rétro de l'actualité. La première partie s'achève ici. La rétro de l'actualité continue. Ne zappez pas, à tout de suite.
Deuxième partie de la rétro de l'actualité. Madame, Messieurs, bienvenue. On parle d'économie en ouverture de cette deuxième partie. La zone de libre-échange continentale va-t-elle enfin pouvoir démarrer? Les dirigeants du continent réunis à Kwaou, c'est au Ghana, ont réfléchi sur les moyens pour accélérer la mise en œuvre de cette dernière. Dans le même temps, l'Afrique était réunie à Dakar pour le sommet sur l'alimentation. L'ambition des dirigeants africains est d'inverser la tendance actuelle alors que, selon la FAO, plus de 280 millions de personnes sont encore sous-alimentées sur le continent. Et à cette lutte de l'autosuffisance alimentaire se joint celle de la lutte contre la vie chère au Gabon. Les autorités ont pris la mesure du problème et décidé notamment de supprimer la parafiscalité. Regardez, on se retrouve juste derrière. Prendre le taureau par les cornes, c'est la méthode d'Alain-Claude Billy-Binze, le Premier ministre gabonais qui a fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée. La vie chère est en première ligne de ce discours. Réalité au Gabon, le Premier ministre gabonais annonce les assises de la lutte contre la vie chère. Dans les tout prochains jours, je réunirai les départements ministériels concernés par cette question en vue d'organiser courant mars 2023 les assises nationales contre la vie chère. Elles réuniront les professionnels du secteur, les administrations publiques, les collectivités locales, la grande distribution, les revendeurs, les syndicats de commerçants et les associations de consommateurs. Un examen minutieux de la structure des prix devra être opéré, à l'issue duquel le gouvernement fixera les marges bénéficiaires acceptables. L'économie gabonaise est résiliente avec une croissance attendue à 3,2% en 2023 à travers le renforcement des partenariats publics-privés. Cette lutte contre la vie chère mettra en place d'autres mesures visant à revaloriser le pouvoir d'achat et l'allègement du panier de la ménagère. La hausse des prix des denrées alimentaires et d'autres biens de grande consommation crée le désarroi auprès de nos populations. En plus de certaines mesures déjà adoptées, notamment la nouvelle mercuriale des prix, le gouvernement va adopter d'autres mesures urgentes pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Il s'agira, entre autres, de lutter contre la parafiscalité et de supprimer tous les prélèvements non prévus par la loi des finances et qui ont été créés par des textes réglementaires au niveau central, déconcentré ou décentralisé de l'État. Lors de son allocution de décembre dernier, le président de la République gabonaise était lui-même revenu sur cette question afin de contrer l'inflation et protéger en particulier les plus défavorisés, d'où la naissance d'un portefeuille ministériel dédié. Michel Seigné et Modeste Ocom, les spécialistes maison en économie, m'ont déjà rejoint sur ce plateau. Merci à vous les filles, merveilleux vœux à vous puisque c'est la première émission et on ne s'était pas vu depuis 2023. Comment ça va? Merveilleux vœux à vous aussi Marielle, très bien. Et on espère que l'économie se porte également comme vous puisque vous êtes toutes jolies les filles. Alors Michel Seigné, je vais commencer avec vous. L'actuel Premier ministre compte s'attaquer à la lutte, ou du moins à la vie chère, et puisqu'il veut lutter contre la vie chère. Est-ce que Alain-Claude Billy-Binze a trouvé la recette magique? Surtout quand on sait que la vie chère est liée à des phénomènes aussi bien endogènes qu'exogènes. Il faut dire que le Premier ministre s'attaque au mal. C'est un mal qui touche la plupart des Gabonais, qui touche même la majorité des Gabonais, qui touche également les Africains qui vivent au Gabon. C'est un phénomène qui est endogène et qui est exogène. Est-ce qu'il a trouvé la formule magique? Je ne pense pas. À l'heure actuelle, on ne peut pas le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que lors de sa déclaration de politique générale, il a annoncé les assises de la vie chère au Gabon. Il y a déjà un signal fort avec la création d'un ministère d'État dédié à la consommation et à la vie chère. Donc, nous attendons les assises. Par exemple, l'annonce qu'il a faite de supprimer la parafiscalité. Oui, expliquez-nous un peu comment on va procéder avec cette suppression de la parafiscalité. Qu'est-ce qui est parafiscalité? Entendez-vous bien que la parafiscalité, ce n'est pas quelque chose d'illégal, c'est quelque chose de légal. Ce sont des taxes qui sont là, que l'État a mis en place. Il a bien expliqué, soit par des collectivités locales, soit par le gouvernement central, entre griffes. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme je vous le disais,
les analystes de la vie économique entendent et ils disent déjà que peut-être le Premier ministre pourra bloquer les prix. Oui. On a le blocage des prix, on a la revalorisation du SMIC. Il y a également, comment vous appelez ça, les subventions. Oui. Et plus loin, la création des richesses par le pourvoiement de l'emploi. Modeste, comment le Gabon compte tirer son épingle du jeu quand on sait que nous sommes en 2023 dans un contexte d'inflation généralisée? Le Gabon peut tirer son épingle du jeu en misant sur ses atouts, Marielle. On a un grand potentiel agricole. Oui. Peut-être il faut miser là-dedans parce que c'est une des solutions clés pour lutter contre l'inflation, maximiser dans la production des produits locaux. On a la terre, heureusement, j'ai vu qu'on a signé récemment un partenariat pour l'aménagement des zones agricoles. Oui. Donc on va maximiser dans le domaine agricole, encourager les agripreneurs, maximiser également dans l'industrie sémencière, parce que si on veut faire de l'agriculture, il faut avoir de la semence de la bonne qualité. Si on veut de la semence de la bonne qualité, il faut avoir un regard pointu sur cette industrie-là, malheureusement. On conviendra avec moi qu'on ne le règle pas en 2-3 mois ou en 6 mois pour parler du gouvernement Alain-Claude Bilize. On ne le règle pas en 2-3 mois, mais c'est quelque chose qui est déjà en marche. On ne le ressent peut-être pas, mais c'est en marche. Quand on fait le tour de certaines provinces, effectivement, on voit des jeunes Gabonais, et pas que des jeunes Gabonais, on voit des femmes également qui se donnent à l'agriculture. Mais seul bémol, on ne peut pas faire de l'agriculture sans infrastructure. Donc, c'est un ensemble de besoins. Donc, on va miser sur l'agriculture, mais sans infrastructure. Si on n'a pas de route. Si on est dans un village au fin fond d'OIM, on fait comment pour écouler le produit sur OIM s'il n'y a pas de route. Donc, c'est un ensemble de difficultés. Donc, les infrastructures, on en a besoin. Maximiser dans l'industrie locale, mais également sensibiliser au maximum dans ces besoins-là. Justement, la Banque mondiale, lors de sa récente sortie avec un mémorandum économique, donnait des recommandations au gouvernement gabonais. S'il n'y a pas d'infrastructure routière et si à chaque fois du corridor Bitam-Libreville pour acheminer des marchandises, on rencontre des frais discrétionnaires. Vous voyez que sur le coût final, le produit qui coûtait à la base... on le constate avec même l'état de tomates au marché ou l'état d'oignon qui parfois l'oignon peut grimper jusqu'à 2000. Qui a coûté au départ 500 francs peut au final se retrouver à 5000 à cause du trafic, l'état de la route également, les infrastructures qui ne sont pas toujours aménagées, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancements sur ce côté-là, mais le Premier ministre a vraiment bien fait de taper le poing sur la table en disant que la parafiscalité, mais aussi les frais discrétionnaires, font en sorte que la vie chère se ressente chez le Gabonais lambda, mais également chez le Gabonais nanti, parce que ce n'est pas parce qu'on a des moyens qu'on ne ressent pas la vie chère. Surtout, la vie chère, ce n'est pas que l'alimentation, puisqu'il y a également le transport, le loyer. C'est un domaine vraiment transversal. Donc, ce sont des assises de la vie chère qui devraient être multisectorielles, dans l'habitat, le transport et même le coût des matériaux de construction. Voilà, par exemple. C'est tout un ensemble. Il faut vraiment pointer du doigt sur ce qui ne va pas pour pouvoir rechercher des solutions à long terme. Modeste parlait de l'agriculture. Et Akinwumi Adesina, lors du sommet sur l'alimentation à Dakar, a dit ceci: le potentiel est là, mais le potentiel ne se mange pas. Quelle analyse faites-vous de ces propos? Vous parlez du président de la BAD, parce que récemment, effectivement, c'était venu à Dakar le deuxième, c'était la deuxième édition du Forum de l'alimentation Dakar 2, qui a réuni un ensemble d'acteurs, les chefs d'État en tête, pour trouver des solutions, comment exploiter le potentiel agricole africain, mais également aussi asseoir, l'autosuffisance alimentaire. C'est quand même extraordinaire, avec tout ce qu'on a comme potentiel, d'avoir ces centaines de personnes en Afrique qui meurent encore de faim. Alors
millions de il personnes. existe des solutions, Marielle. Il faut industrialiser, il faut soutenir les agripreneurs, il faut accompagner les femmes, il faut des infrastructures. Et ça, la BAD l'a soutenu pendant ces assises-là. Donc, il y a un ensemble de choses. Tenez, il y a des chiffres. On nous dit que la production agricole qui est actuellement de 280 milliards de dollars, pourrait passer à 1000 milliards de dollars d'ici à 2030. C'est pour vous dire que l'Afrique peut devenir le grenier du monde entier si on ne va pas parler de la volonté politique, parce qu'elle y est déjà, elle y est à chaque fois, puisqu'il y a des sommets, il y a des rencontres. Maintenant, il faut passer à l'acte. Et c'est ce qu'on attend. Il faut traduire tous ces discours-là par des actes forts. On a identifié les secteurs dans lesquels il faut miser. Maintenant, chaque pays, je me dis, et c'est d'après les analyses faites au sortir de ce sommet-là, chaque pays devrait maintenant, à son niveau, mettre en place des politiques agricoles, par exemple, en valorisant ce qui est déjà fait. Au Gabon, je vous parlais de ces zones agricoles qu'on est en train d'aménager. On a l'industrie sémencière qui se cherche un tout petit peu, elle a besoin de soutien. On a les jeunes entrepreneurs qui ne savent pas très bien s'ils sont sur le bon chemin et comment les accompagner. Donc, il faut un peu tout ça pour matérialiser tout ce qui a été décidé pendant ce sommet extraordinaire à Dakar. Michel, est-ce que ce n'est pas une utopie, un rêve de se dire que l'Afrique peut parvenir à se nourrir? Non, non, ce n'est pas un rêve. Vous savez, toute chose commence par des petites choses également. Il faut bien commencer par une prise de conscience. Lorsqu'on prend conscience de ces difficultés, lorsqu'on prend conscience de ces atouts, c'est déjà le début du problème. Oui. Écoutez, les États-Unis n'ont pas commencé super puissance mondiale. Les États-Unis ont commencé par prendre conscience du potentiel, mais le potentiel ne suffit pas, je suis d'accord. Donc, il faut maximiser sur les atouts. Écoutez, le Gabon, on a la pluviométrie. On peut exploiter cela. On a des terres arables. On peut exploiter. Vous avez le Sahel avec le soleil. On peut exploiter avec des panneaux solaires, l'énergie renouvelable. On peut exploiter l'Afrique. Mais le problème, c'est de traduire cette volonté politique-là en actes concrets. Il faut véritablement que cela suive. Vous ne pouvez pas dire que les pays africains sont des scandales géologiques et puis on a faim, on manque d'eau. C'est ce qu'on dit d'ailleurs de la RDC. C'est compliqué. Ce qui est extraordinaire dans tout ce que Michel dit, c'est que lorsqu'on parle de la faim en Afrique, il faut tenir compte de certaines réalités. Oui. Il y a le réchauffement climatique. Donc on a la terre, mais après, le climat a changé nos habitudes. On ne sait plus quand et comment planter. Donc il faut des politiques pour la résilience climatique. À côté de cela, il y a le fait qu'on a changé nos habitudes alimentaires. Nous avons, à côté du sommet de Dakar, eu ce sommet de Kwaou, c'était au Ghana, Modeste. Alors, la zone de libre-échange continentale, j'ai du plaisir à en parler souvent avec vous, Modeste, puisqu'on avance petit à petit. Bien sûr. Et le Gabon, via son ministre, je pense, du commerce, le porte-parole du gouvernement, Yves Fernand Monfumbi, était présent à ce grand sommet de Kwaou, puisqu'il est par ailleurs président du Conseil des ministres. Effectivement. Voilà. Alors, quelles sont les avancées qu'on a obtenues de ce sommet au Ghana? Bon, les avancées, le sommet au Ghana, c'était encore de la discussion. On a essayé de pointer du doigt encore sur ce qui ne marche pas. On a essayé de souligner les pistes de solutions, notamment la promotion et l'utilisation du régime préférentiel de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, l'augmentation de l'investissement dans la science et la technologie. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de société, de pays modernes si on ne met pas un accent particulier sur la science et la technologie, surtout qu'aujourd'hui, il existe des villes intelligentes, c'est pour vous dire. Et puis, on a parlé de l'industrialisation des produits. On revient encore là-dessus parce que, comme je vous le disais, au cœur du développement, il y a l'industrialisation. On ne pourra rien faire avec. Et ce que notre ministre gabonais du Commerce a soutenu, c'est tout simplement la volonté du Gabon, la détermination du Gabon de faire de l'industrialisation sans faire de lance pour relancer son économie et avoir une place privilégiée dans la ZLECAF. Est-ce que la ZLECAF marche? Est-ce qu'elle ne marche pas? On va dire qu'elle marche. À petits pas, mais elle marche quand même, parce qu'on est quand même à un niveau où on a lancé récemment, disons il y a quelques mois, un projet pilote pour voir déjà ces pays-là qui peuvent commencer à échanger entre eux. On a des batteries électriques et plein de choses comme ça qui ont commencé à circuler. Ils sont 8 pays. Le Gabon n'est pas encore dans le club des 8. C'est pour bientôt, on l'espère, avec la volonté politique. Mais c'est vraiment pour dire que là aussi, si la ZLECAF veut marcher, on connaît où se situe le problème. C'est dans
l'investissement aux infrastructures, il va falloir que ça bouge. Et ce sera le mot de fin. Mesdames, merci beaucoup pour la pertinence de vos propos. Vraiment merci, parce que c'est toujours un plaisir de parler de chiffres, d'économie, autant l'économie sociale que l'économie dure. Hein. Merci encore Michel Seignier, merci Modeste. Comme j'espère vous retrouver très vite sur ce plateau de la rétro de l'actualité. On parle de santé pour la suite avec la lutte contre les produits pharmaceutiques illicites au Gabon. Eh bien, tenez-vous bien, les descentes de terrain de l'Agence du médicament ont pour mission de normer la vente de ces produits. Regardons cet élément, on se retrouve juste derrière. Les produits pharmaceutiques saisis sur le marché sont automatiquement incinérés. Pour preuve, ce samedi, les produits cosmétiques, dispositifs médicaux et aphrodisiaques recueillis mardi dernier dans l'entrepôt de la société intermaritime CIMAR au quartier Lalala ont été détruits par l'Agence du médicament. Nous sommes venus aujourd'hui procéder à la destruction des produits qui ont été saisis récemment sur le marché. Le caractère illicite d'un produit à plusieurs niveaux. Il y a des produits qui ont des ingrédients qui ne sont pas autorisés sur le territoire gabonais. Ça fait des produits, ça donne aux produits des caractères illicites. Après maintes campagnes de sensibilisation entreprises à travers le Grand Libreville, le ministère de la Santé et des Affaires sociales est passé à l'action, d'où ces descentes de terrain intempestives. Le ministre de la Santé et des Affaires sociales a donné des instructions claires et fermes. Il faut intensifier la lutte contre la distribution des produits pharmaceutiques illicites, surtout au territoire national. Donc à cet effet, nous allons poursuivre nos opérations de saisie sur le marché dans les jours à venir. Après les quartiers Petit Paris, Soduco et Lalala, l'Agence du médicament a déjà détecté d'autres points sensibles du Grand Libreville où se concentrent des produits pharmaceutiques impropres à la consommation. Elle compte y faire une descente sous peu. Pour l'Agence du médicament, sont aussi considérés comme médicaments illégaux ceux dont les propriétaires ne se sont pas fait répertorier auprès de l'institution. Par conséquent, celle-ci invite ces derniers à se faire connaître. Bienvenue, c'est votre première participation à la rétro de l'actualité, mais avec un sujet d'une importance capitale. Alors, bonne et heureuse année, comme j'ai dit à vos prédécesseurs. Merci Marielle. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, Miguel, de ces descentes de terrain de l'Agence du médicament? Peut-être nous éclairer déjà sur ce qui est qualifié de produits pharmaceutiques illicites. Déjà, l'Agence du médicament définit les produits illicites comme des produits vendus hors du circuit légal. D'accord. Donc, c'est-à-dire des personnes qui vont sur le terrain, vendent des produits sans pourtant se faire connaître auprès de l'Agence du médicament. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans les faux médicaments, mais on englobe un peu plus. Voilà, c'est au-delà des faux médicaments. Les produits pharmaceutiques illicites concernent également les produits qui sont vendus de manière illégale, c'est-à-dire ces personnes-là sont allées vendre ces produits-là sans pour autant consulter l'Agence du médicament. Et l'Agence du médicament qui surveille les ingrédients qui sont dans les différents produits pharmaceutiques doivent, avec leur laboratoire, analyser les ingrédients qui sont contenus dans ces produits-là avant de pouvoir délivrer auprès de ces commerçants-là l'autorisation de pouvoir les vendre sur le marché. Alors Miguel, peut-être m'expliquer ou expliquer du moins à l'opinion un peu plus, parce qu'il y a quand même plusieurs niveaux. Que prévoit la loi entre celui qui transporte ce produit pharmaceutique illicite et celui qui le commercialise? Que dit la loi au Gabon? Le code pénal gabonais a pris en compte le trafic des médicaments illicites en République gabonaise et dans les articles 588 à 596, le code pénal gabonais sanctionne ces actes pour les importateurs ou exportateurs des produits pharmaceutiques s'ils le commercialisent sans les autorisations du ministère via l'Agence du médicament. Ils sont passifs d'un emprisonnement de 7 ans et d'une amende égale à 5 fois la valeur du matériel qui a été saisi. Et dans les dispositions répressives de la loi 18, en son article 32, outre les sanctions pénales, les auteurs peuvent se voir infliger des sanctions administratives qui peuvent être la fermeture de l'établissement, l'interdiction de vente ou alors la saisie des produits, comme ce qui s'est fait dernièrement lors de J'allais d'ailleurs vous poser la question, quand vous étiez sur le terrain, est-ce qu'il y a eu des acteurs qui ont
vu leurs magasins fermés? Exactement, au niveau de l'Alala, le dépôt de marchandises venant de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Bénin et le Togo, ils ont été complètement fermés parce qu'on a eu à retrouver à l'intérieur des produits illicites. Merci beaucoup à vous, Miguel Mabika, d'être passé pour la première fois sur le plateau de la Rétro de l'actualité. J'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Et on parle de sport pour la boucle avec un seul fait qui a retenu notre attention. La Tropicale Amissa Bongo, la plus grande course cycliste d'Afrique, a fait son comeback. Et pour en parler, je reçois Gaël Mapessi. C'est au prix de longs sacrifices, de ténacité, que les efforts entrepris par l'ensemble des coureurs gabonais ont finalement payé. Port-Gentil, capitale de l'événement sportif, par le truchement de l'épreuve reine, grâce à la performance hors norme de Glenn, Morvan Moulungi s'inscrit en lettres d'or de la compétition dans cette 6e étape. Si on avait une belle préparation, on devait faire plus mieux que cela. Donc tout ce que je pourrais dire aux autorités, c'est de se mettre à fond dans la préparation, dans le suivi des athlètes et en particulier les cyclistes. Parce qu'après la tropicale, il y a encore d'autres compétitions. C'est une autre compétition qui prépare une autre compétition. Donc si on participe à beaucoup de compétitions, on fait beaucoup de mises ouvertes, beaucoup de préparations, je pense bien que l'année prochaine, on pourrait viser le classement général ou classement d'étape, meilleur jeune, ainsi de suite. Placé 12e dans cette 6e étape, le Gabonais est resté imperturbable dans le peloton de course. Le jeune athlète a tiré son épingle au cours de cette 6e étape qui restera dans les annales de la tropicale à Amissa Bongo. C'est une fierté pour le Gabon d'avoir une panthère qui a réussi à obtenir une performance aujourd'hui. Le maillot de la combativité, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce jeune Glenn Moulungi vraiment a montré le visage d'une vraie panthère. Jamais abandonné malgré les difficultés. Et nous sommes très fiers. Et nous allons vraiment, j'en parlais avec le directeur général des sports, il y aura des surprises pour ce jeune Gabonais. C'est entré dans l'histoire de l'épreuve reine africaine, faite de la capitale économique une véritable vitrine avec la nouvelle distinction qui a vu l'éclosion des nouveaux talents. Gaël Mapessi, toujours un plaisir de vous retrouver. Mais cette fois-ci, on ne parle pas de football comme vous aimez bien, mais on parle de cyclisme. Et je vous pose directement la question, après 16 éditions, qu'est-ce que le Gabon gagne à organiser cette course cycliste? Est-ce qu'on va toujours se contenter de la dernière place? Barel Bioui, il faut d'abord rassurer, merci de m'inviter sur le plateau de Gabon 24, surtout quand on parle de sport, notamment de la petite reine qui revient après 2 ans quand même d'absence en raison de la Covid-19. Après, il faut rappeler aux populations qui très souvent se posent cette question-là. La Tropicale Amissa Bongo n'a pas seulement qu'un enjeu sportif. D'accord. Parce qu'il y a que également cette compétition fait en sorte que le pays ait une position assez importante sur le plan mondial. Il faut rappeler d'ailleurs que la Tropicale Amissa Bongo, c'est vrai qu'avec les 2 ans de Covid, il n'y a pas eu de Tropicale. Donc du coup, le Gabon a perdu un peu cette position. On espère qu'avec le retour de la Tropicale, on va reprendre cette position. C'est la Tropicale Amissa Bongo qui ouvre le calendrier international de l'UCI, qui est l'instance mondiale qui gère la discipline. Après, il faut dire également que la Tropicale Amissa Bongo, parce que vous savez, c'est une compétition qui se joue dans différentes villes du pays, permet également de vendre le Gabon sur le plan touristique. C'est vrai que derrière, il y a la question sportive, parce que c'est d'abord un sport, et on se pose la question de savoir à quand la victoire d'un Gabonais. Mais, alors, on a eu le maillot de la combativité. Nous, on est habitués au maillot jaune. Peut-être nous expliquer qu'est-ce que cela représente? Marel Biogou, c'est comme son nom l'indique, c'est le maillot de la combativité. Il faut rappeler que... Les Gabonais se posent même la question, est-ce qu'on n'a pas inventé ce maillot Non, on n'a pas inventé ce maillot. C'est un maillot qui existe naturellement quand on parle des différentes récompenses à la Tropicale. Pas seulement à la Tropicale, quand on parle de cyclisme au niveau mondial. Il y a ce maillot qui existe, ce maillot qui porte bien son nom de la combativité. Il faut rappeler que ça a été décerné au jeune Gabonais Moulengui parce qu'il est sorti 2e de la 6e étape, mais pas que. Marel Biogou, il faut rappeler qu'il a obtenu ce maillot parce que durant la 6e étape, il a eu une crevaison et 2 pannes, mais malgré ça, ça n'a pas empêché de sortir 12e du classement général. C'est d'ailleurs à cause de cette raison-là que les organisateurs ont
jugé utile, parce que les règles veulent qu'il ait ce maillot de la combativité. C'est la première fois qu'un Gabonais monte sur le podium, parce que c'est une récompense derrière ce maillot. Donc il est monté sur le podium justement pour arborer ce maillot de la combativité. C'est une première sur la tropicale à Missa Bongo à 16 ans. Alors Gaël Mapessi, on se pose également la question de la préparation de nos athlètes, donc de nos cyclistes, de nos coureurs. À un moment, je crois qu'à l'époque du ministre Nicolas Sellé, quand elle était ministre des Sports, on parlait de la défaillance du matériel technique. Mais aujourd'hui, qu'en est-il réellement de la préparation de ces cyclistes-là? Est-ce qu'ils sont à point? Quand on sait que la Tropicale à Missa Bongo est quand même une course internationale et on voit toutes les écuries professionnelles qui viennent prendre part à cette course. C'est là toute la difficulté, malheureusement. C'est la fausse note de cette compétition qu'abrite le Gabon depuis 2006 déjà. Parce qu'on a remarqué que depuis 2006 et à nos jours, aujourd'hui, on est en 2023, ça fait pratiquement 18 ans. La question de la discipline au niveau national n'a véritablement encore pas été discutée. On n'a pas de compétition nationale pour essayer, pas de championnat national pour essayer de garder les jeunes en haleine, avoir quelque chose dans les jambes. On n'a malheureusement pas pour habitude de prendre part aux différents tours qui se jouent sur le continent. On a le tour de Burkina Faso, on a le tour du Rwanda également. On a une compétition parrainée par la première dame du Cameroun également, juste à côté. Malheureusement, l'équipe nationale du Gabon ne participe à aucune de ces compétitions. On a comme l'impression que la Tropicale à Missa Bongo... Et pourtant, les cyclistes, à une certaine époque au Gabon, et vous allez certainement peut-être citer quelques noms si vous les suiviez, parce que je sais quand même qu'à une certaine époque, dans les années 80, il y avait quand même des cyclistes gabonais qui étaient connus, peut-être au niveau national seulement, mais on sentait quand même qu'il y avait de la graine, il y avait quelque chose qui était fait avec cette fédération gabonaise du cyclisme, chose qui a disparu avec le temps. Malheureusement, pas avec la fédération gabonaise, c'était des initiatives privées qui faisaient en sorte que le cyclisme à cette époque-là essayait de vivre. Il faut rappeler d'ailleurs que la Tropicale à Missa Bongo porte le nom de la défunte fille du défunt président Omar Bongo, qui elle-même était amoureuse de cette discipline. Et c'est à cause d'elle que cette discipline qu'on a mis en place, la Tropicale à Missa Bongo, malheureusement, comme je disais, depuis la nuit des temps, au niveau national, on a véritablement du mal avec cette discipline. Il n'y a véritablement pas une organisation réelle autour de cette discipline. Et depuis que la Tropicale à Missa Bongo a été mise en place, donc en 2006, jusqu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? La fédération, elle est presque inexistante parce que tout le monde se plaint, notamment les cyclistes. Et là, sur cette tropicale-là, il y a eu cette difficulté par rapport à l'équipe nationale qui a défendu le Gabon. Certains ont critiqué la manière dont la sélection a été faite. Bref, nous espérons qu'avec ce maillot de la combativité, une première pour le Gabon, et il faut rappeler que le ministre a décidé d'octroyer une bourse à Moulengi pour qu'il aille dans les plus grands centres pour essayer de encore. Voilà, donc, mais ça ne suffit pas. Il faut également qu'au niveau national, quelque chose soit fait véritablement pour que la Tropicale à Missa Bongo puisse, pourquoi pas, dès l'année prochaine, enregistrer une première victoire d'étape pour un Gabonais. Malheureusement, c'est le bémol avec cette discipline. Nous espérons simplement que les autorités vont prendre la mesure de ce premier maillot obtenu par le Gabonais pour que davantage les populations gabonaises qui sont toujours tout au long des différents... des courses, différents circuits, puissent au moins vivre la joie d'une victoire d'étape pour un Gabonais. Merci beaucoup à vous, Gaël Mapessi. C'est toujours un plaisir de parler de sport avec vous et aujourd'hui de cyclisme. On espère, pourquoi pas, des états généraux de la discipline. Comme vous énonciez, vous étiez en train de parler des pistes à évoquer avec le ministère des Sports et c'est avec vous que nous allons donc refermer cette rétro de l'actualité du mois de janvier. Merci à tous les chroniqueurs de Gabon 24 qui sont passés sur ce plateau et merci particulièrement à Guy Frendon, notre confrère journaliste de Gabon Première. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, avant de vous demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. La rétro de l'actualité, c'est fini. À très vite.